Profiter d'un dîner offert, a souri finement le PDG. Ils ont remplacé ma prime de 92 000 $ par une carte cadeau de 50 $. Pendant 14 ans, j'ai construit le produit qu'ils vendaient. À 17h03, leur licence pour mon brevet a expiré. J'ai signé avec leur plus grand rival à la place. À 18h00, le conseil d'administration était en panique. Tout leur avenir venait de s'effondrer. Profiter d'un dîner offert, Rebecca. Thomas Roer l'a dit avec un sourire, comme s'il venait de me donner quelque chose de généreux. Il était 16h18 un jeudi après-midi. 40 personnes étaient assises autour de la longue table en verre chez Calderon Thermal System pendant que Mason Pike se tenait à côté de l'écran dans un nouveau costume bleu marine. On m'avait dit que cette réunion inclurait l'annonce formelle de ma prime de performance de 92 000 $. Au lieu de cela, Mason m'a tendu une enveloppe blanche de l'entreprise. À l'intérieur se trouvait une carte cadeau de restaurant de 50 $. Un instant, j'ai cru qu'il y avait eu une erreur. Puis, Thomas s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit « Les hauts dirigeants doivent comprendre la situation dans son ensemble. Les liquidités sont limitées, mais nous voulions tout de même reconnaître vos efforts. » Personne n'a ri. Quelques personnes ont baissé les yeux. Un de mes ingénieurs fixait la table comme si le grain du bois était soudainement devenu très important. J'ai gardé ma voix stable. Thomas, j'ai une lettre signée promettant une prime de 92 000 $ après la livraison du projet Solara. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Thomas est devenu plus fin. Et l'entreprise apprécie votre contribution, mais personne ne livre un projet seul. Puis Mason a cliqué pour passer à la diapositive suivante. Un nouvel organigramme est apparu à l'écran. Ma division était maintenant sous son nom. Thomas a dit que Calderon avait besoin d'une pensée commerciale plus jeune pour diriger la prochaine étape de croissance. Je resterai directrice de l'ingénierie thermique, mais je rendrai compte à Mason, un titulaire d'un Master of Business Administration de 32 ans qui n'avait jamais conçu de vanne de refroidissement, testé une conduite de pression. Ou ne s'était tenu à l'intérieur d'une installation de batterie pendant une panne. Mason a remercié le conseil d'administration de lui faire confiance pour l'avenir de la plateforme. Il a qualifié le changement de mouvement vers l'innovation axée sur le marché, une phrase qu'il avait utilisée dans 3 réunions ce mois-là. Puis il s'est tourné vers moi et a dit qu'il avait hâte d'utiliser mon expérience technique pendant la transition. L'utiliser, pas la diriger, pas la récompenser, l'utiliser. Thomas a tapoté l'enveloppe avec un doigt. Il devrait y en avoir assez pour le restaurant de grillade près de l'autoroute, a-t-il dit. C'est à ce moment-là que l'humiliation est devenue claire. La carte cadeau n'était pas une décision budgétaire traitée en privé. C'était un message délivré devant mon équipe. Il voulait que tout le monde voie qu'une promesse écrite qui m'avait été faite pouvait être réduite à une blague. J'ai regardé l'horloge. 16h21. Je m'appelle Rebecca Sloan. J'avais 46 ans et j'avais passé 14 ans à construire le système qui a rendu Calderon rentable. J'avais formé la plupart des ingénieurs dans cette pièce. J'avais pris des appels à minuit, traversé le pays avec 2 heures de sommeil et sauvé des contrats dont Thomas se vantait encore lors des réunions d'investisseurs. Mais je n'ai pas discuté. J'ai placé la carte cadeau à côté de mon carnet et j'ai croisé les mains parce que Thomas et Mason avaient oublié un détail. Calderon ne possédait pas la technologie de base de ses unités de refroidissement les plus vendues. C'était moi. Le brevet avait été déposé à mon nom des années avant que je rejoigne l'entreprise. Calderon n'avait qu'une licence exclusive pour l'utiliser. Cette licence expirait exactement à 17h00 ce jour-là, à moins que je ne signe le renouvellement qui se trouvait dans le tiroir verrouillé de mon bureau. Thomas parlait encore de loyauté et de travail d'équipe quand j'ai de nouveau regardé l'horloge. 16h21. 39 minutes. C'était tout le temps qui restait avant que Calderon ne perde le droit légal de fabriquer le produit qui soutenait la plupart de ses revenus. Pendant 14 ans, j'avais protégé cette entreprise de tous les problèmes que je pouvais voir venir. Maintenant, je devais décider si je la protégerais des personnes qui venaient de m'effacer. Je n'avais pas rejoint Calderon avec un brevet et un plan pour devenir puissante. J'ai rejoint parce que j'avais besoin d'un travail et Calderon avait besoin d'un produit qui fonctionnait. Avant cela, je concevais des équipements de refroidissement pour des salles de batterie, des usines et des systèmes d'alimentation de secours. Ces pièces pouvaient devenir dangereuses rapidement. Lorsque des centaines de batteries tiraient de l'énergie en même temps, la pression et la chaleur pouvaient augmenter sans avertissement.
Une petite panne pouvait arrêter un site entier ou déclencher un incendie. Dans mon entreprise précédente, j'ai proposé un dispositif qui pourrait ajuster la pression en fonction de la charge du système. Mon responsable a dit que son développement coûterait trop cher. Il m'a dit de me concentrer sur les problèmes pour lesquels les clients nous payaient déjà pour les résoudre. J'ai donc construit la première version moi-même. Je travaillais dans mon garage après le dîner avec des outils empruntés, des pièces d'occasion et une table pliante qui penchait d'un côté. Après 11 mois, j'avais un collecteur d'équilibrage de pression adaptatif fonctionnel. Il n'était pas beau, mais il réagissait plus rapidement que les conceptions standards et maintenait la boucle de refroidissement stable lors de changements de charge soudains. J'ai payé le dépôt de brevet avec de l'argent que j'avais économisé pour une rénovation de cuisine. 14 ans avant la réunion de la carte cadeau. Calderon était une petite entreprise avec 2 clients en colère et un produit connu pour ses pannes. Thomas n'était pas PDG à l'époque. Il était le directeur des ventes et il comprenait exactement ce que ma conception pouvait faire. Calderon ne pouvait pas se permettre d'acheter mon brevet. J'ai donc proposé une licence à la place. L'entreprise a reçu le droit exclusif d'utiliser ma conception dans les systèmes de refroidissement de batteries industrielles stationnaires. J'en ai gardé la propriété. L'accord durait 7 ans et nécessitait un nouveau contrat écrit pour chaque renouvellement. Le premier renouvellement avait été simple. Le second était dû ce jeudi-là à 17 h. Mon collecteur est devenu le centre silencieux de la principale gamme de produits de Calderon. Les taux de défaillance ont chuté. Les appels de maintenance ont diminué. Les clients qui avaient prévu de partir ont signé des contrats plus longs. Calderon s'est lancé dans de grands projets de stockage de batteries et l'entreprise est passée d'un fournisseur régional en difficulté à une entreprise nationale. Je n'ai pas fait cela seul. Je n'ai jamais prétendu l'avoir fait. Mais j'ai formé les ingénieurs qui ont installé le système. J'ai rédigé le processus de test. J'ai répondu aux appels d'urgence des directeurs d'usine qui ne connaissaient pas le numéro de Thomas et n'avaient jamais rencontré Mason. Quand quelque chose tombait en panne à 2 h du matin, ils m'appelaient parce qu'ils savaient que je leur dirais la vérité. Ces 92 000 $ comptaient pour moi pour des raisons dont personne dans la réunion ne semblait se soucier. Ma mère était tombée l'année précédente et avait besoin d'une résidence assistée. L'assurance en couvrait une partie, mais je payais le reste. Je portais aussi seul le poids de l'hypothèque après un divorce qui avait épuisé la plupart de mes économies. La prime devait couvrir une année de soins pour ma mère, réduire l'hypothèque et remettre quelque chose dans le compte de retraite que j'avais vidé pour reconstruire ma vie. Ce n'était pas une récompense surprise. C'était écrit dans une lettre de rétention signée. Je l'avais mérité en terminant une plateforme de refroidissement majeure 6 mois plus tôt, en aidant à sécuriser un contrat de 48 millions de $ et en remplissant les conditions pour un autre renouvellement de licence de brevet. Puis Calderon a changé. Des investisseurs extérieurs sont arrivés. Thomas est devenu PDG. Il a commencé à se soucier davantage des diapositives bien présentées que des faits inconfortables. Les avertissements de risque sont devenus de la pensée négative. Les réponses détaillées sont devenues trop techniques. Puis Mason est arrivé. Il avait un Master of Business Administration, une connexion au conseil d'administration et un don pour transformer le travail des autres en présentation impeccable. Je continuais à combler les lacunes derrière lui parce que je croyais protéger mes ingénieurs et nos clients. À 16 h 23, Mason a parcouru une feuille de route de produits construite à partir de plans que j'avais rédigés. Sur la diapositive finale, il a promis une expansion dans les systèmes d'alimentation mobile et marins. J'ai fixé les mots. La licence de Calderon ne couvrait aucun de ces marchés. Je les avais avertis de ces limites plus d'une fois. Les courriels étaient clairs, datés et sauvegardés. Pourtant, Mason avait placé les 2 marchés sous les mots « opportunité de croissance immédiate » comme si la confiance pouvait remplacer la permission. Cette diapositive m'a appris que leur erreur était bien plus grande que ma prime. Mason présentait un avenir construit sur des droits légaux que l'entreprise n'avait jamais possédés. Et à en juger par le sourire fier de Thomas, aucun d'eux ne le savait. C'était ça, le truc quand on est rendu invisible. Cela n'arrive presque jamais d'un seul coup. Les gens imaginent la trahison comme un moment vif, un discours cruel, un acte clair. Mais la plupart du temps, cela commence par de petits changements qui semblent trop mineurs pour être combattus. Un siège déplacé plus loin du bout de la table. Un appel auquel vous n'êtes pas nécessaire. Une présentation de diapositive où votre travail apparaît sans votre nom.
Un homme plus jeune répétant votre argument dans un langage plus fluide et se faisant louer pour être stratégique. C'est ainsi que Mason Pike est entré dans mon monde. Au début, il ne faisait qu'assister aux appels clients. Thomas a dit que cela l'aiderait à apprendre le produit. Je n'avais aucune raison de m'y opposer. Nous étions en croissance et je supposais qu'un vice-président de la stratégie produit devait comprendre la plateforme. Puis Mason a commencé à répondre aux questions avant que je ne le puisse. Si un client posait une question sur la stabilité du refroidissement lors des pics de charge, j'expliquais le problème. Mason intervenait après moi et disait, ce que Rebecca veut dire, c'est que nous avons construit une approche opérationnelle plus résiliente. Les gens hochaient la tête en sa direction comme s'il avait traduit quelque chose de compliqué en quelque chose d'utile. Ce que je leur avais réellement donné était la partie utile. Mason l'avait simplement peaufiné et la leur avait rendu dans une phrase plus propre. Thomas adorait ça. Il a commencé à me retirer des réunions d'investisseurs parce que, selon ses mots, je me concentrais trop sur le risque. Il disait que les investisseurs voulaient de la confiance, pas de la prudence d'ingénieur. Mais les systèmes de refroidissement ne sont pas des slogans marketing. Si un site de batterie surchauffe, des gens sont blessés. Du matériel est détruit. Des contrats sont rompus. Mon travail n'a jamais été de paraître excitant. Mon travail était de garder la vérité dans la pièce. Environ 9 mois avant cette réunion, l'une de nos plus grandes installations de batterie a connu un pic de pression dangereux pendant une vague de chaleur. J'étais à la maison en pantalon de jogging lorsque l'appel est arrivé. À minuit, j'étais sur mon ordinateur portable. À 3 heures du matin, j'étais dans un avion. Je suis resté éveillé pendant près de 2 jours à retracer le problème à travers les journaux de bord, les rapports de test et les dossiers des fournisseurs jusqu'à ce que je trouve la cause, un défaut caché dans un composant tiers qui réagissait mal sous des charges extrêmes. J'ai mis en place une solution temporaire sur site, réécrit les limites de fonctionnement et empêché l'installation de fermer. 3 jours plus tard, Mason a présenté le plan de reprise au conseil d'administration. Thomas a loué son leadership. J'ai reçu un courriel de remerciement des opérations. C'était le schéma. Je résolvais. Il présentait. Je construisais. Il expliquait. Je portais le poids. Il portait le titre. La partie qui me dérange encore, c'est que je l'ai aidé. Thomas m'a demandé plus d'une fois de mettre Mason au courant. Je lui ai expliqué l'histoire de la plateforme, les points de douleur des clients, les risques de défaillance courants et la logique des tests. Je lui ai donné accès à des années de données parce que je pensais qu'il était préparé pour soutenir l'entreprise, pas pour me remplacer à l'intérieur. En privé, Mason était prudent. Il m'appelait souvent l'épine dorsale de l'entreprise. Il disait, personne ne comprenait le système comme moi, mais il ne corrigeait presque jamais les gens lorsqu'il lui attribuait le mérite d'un travail qui venait de mon équipe ou de moi. Il n'était pas stupide. Il n'était pas caricaturalement méchant. Il était ambitieux, soigné et profondément peu sûr du peu de profondeur technique réelle qu'il avait. Il croyait que le leadership commercial importait plus que la propriété de l'ingénierie. Et Thomas récompensait cette croyance parce que Mason était plus facile à présenter aux investisseurs qu'une femme fatiguée dans la quarantaine qui préférait l'effet homo à la mode. 6 mois avant la réunion, Thomas est venu me voir avec urgence dans la voie et un contrat à la main. Un client majeur avait modifié ses exigences tard dans le processus. La nouvelle conception serait pénible. Elle nécessiterait des tests supplémentaires, des nuits plus longues et le congé que j'avais prévu de prendre après le déménagement de ma mère en résidence assistée. J'ai dit à Thomas que je pouvais le faire, mais pas sur la base de la foi. C'est à ce moment-là qu'il a signé la lettre de rétention, me promettant une prime de 92 000 $ après la livraison réussie, l'achèvement du renouvellement de la licence de brevet et le lancement de la nouvelle gamme de produits. J'ai tenu ma part du marché. Chaque jalon a été atteint. Chaque test a été réussi. Le client est resté. Puis les finances ont retardé le paiement, disant que le conseil d'administration avait besoin d'une révision de fin d'année. J'ai accepté cela parce que j'avais travaillé avec beaucoup de ces personnes pendant des années. Je croyais encore que retard n'était pas la même chose que malhonnêteté. 3 jours avant la réunion, le conseiller juridique de Calderon a envoyé le contrat de renouvellement. La plupart semblaient normales jusqu'à ce que j'atteigne la section que Mason avait révisée. Il avait inséré une clause donnant à Calderon la propriété de toutes les améliorations futures de mon brevet sans aucun paiement supplémentaire. En termes simples,
Ils voulaient le droit de prendre tout ce que je développerais ensuite et de l'appeler le leur. J'ai retiré la clause et renvoyé le contrat. Personne n'a répondu. Le matin de la réunion, l'assistante de Thomas m'a dit que tout serait réglé après l'annonce de la prime. Maintenant, assise dans cette pièce à 16h29, je comprenais ce qu'ils attendaient de moi. Ils pensaient que l'humiliation publique me coincerait. Ils pensaient que la pression financière m'adoucirait. Ils pensaient que l'embarras me ferait taire. Mason parlait encore lorsqu'il a annoncé que pendant une transition de leadership de 90 jours, je lui rendrai compte directement afin que je puisse me concentrer sur le soutien technique plutôt que sur la stratégie. J'ai fermé mon carnet. Puis j'ai posé la seule question qui comptait. Donc l'entreprise considère tous les engagements de prime comme réglés. Thomas m'a regardé droit dans les yeux et a dit « oui ». J'ai soutenu son regard. Je suis désolé. Pouvez-vous répéter cela? Il l'a fait. J'ai noté ces mots exacts. Puis j'ai regardé l'horloge. 16h29. J'ai quitté la réunion sans élever la voix. Cela comptait pour moi. Je ne voulais pas que quiconque dise que j'étais sorti en trombe, que j'avais fait une scène ou que j'avais agi de manière émotive parce que j'avais été embarrassé. Je me suis levé, j'ai pris mon carnet, j'ai emporté la carte cadeau et je suis retourné à mon bureau au bout du couloir de l'ingénierie. Une fois la porte fermée, je l'ai verrouillée. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'ai sorti les 3 documents que j'avais examinés si souvent cette semaine que je savais presque où chaque paragraphe se trouvait sur la page. Le premier était mon certificat de brevet original. Le deuxième était la licence actuelle de Calderon. Le troisième était le contrat de renouvellement non signé. La structure juridique était simple, même si Thomas ne s'était jamais donné la peine de la comprendre. J'avais inventé le collecteur d'équilibrage de pression adaptatif avant que Calderon ne m'embauche. J'ai payé le prototype moi-même. J'ai déposé le brevet à mon nom. Calderon ne l'a pas acheté. L'entreprise l'a licencié pour un usage très spécifique. Les systèmes de refroidissement de batteries industrielles stationnaires. Cela signifiait les usines, les salles de batterie et les grandes installations de stockage. Cela ne signifiait pas l'alimentation marine. Cela ne signifiait pas le transport. Cela ne signifiait pas les systèmes d'énergie mobile. Et cela ne signifiait absolument pas les inventions futures qui n'avaient même pas encore été créées. La licence actuelle expirait à 17h00 ce jour-là. Après cela, Calderon pourrait toujours entretenir les unités déjà vendues. Il n'aurait pas à arracher les anciens systèmes sur le terrain, mais il ne pourrait pas légalement fabriquer de nouvelles unités utilisant ma conception brevetée. Il ne pourrait pas s'étendre sur de nouveaux marchés avec elles. Il ne pourrait pas construire l'avenir que Mason venait de promettre sur cet écran à moins que je ne signe un nouvel accord. Je le leur avais rappelé pendant des mois. J'avais envoyé des courriels à Thomas, aux finances et aux services juridiques concernant la date limite de renouvellement. J'avais envoyé des conditions équitables, la prime promise de 92 000 $, une redevance annuelle raisonnable, la protection de ma propriété et un paiement approprié pour toute amélioration future. Le service juridique avait accepté la plupart de ces conditions. Le seul vrai problème est apparu lorsque Mason a inséré la clause de propriété, et personne ne l'a corrigé. En échangeant ma prime contre une carte cadeau et en refusant de corriger le contrat, Calderon ne m'avait pas simplement insulté. Il n'avait pas réussi à achever le processus de renouvellement. Je me suis assise, j'ai étalé les papiers devant moi et j'ai pris une lente respiration. Il y avait un autre dossier dans ce tiroir. Blue Arc Industrial, le plus grand concurrent de Calderon. 8 mois plus tôt, l'une des unités de refroidissement de Blue Arc était tombée en panne lors d'une démonstration publique. Une semaine plus tard, leur directeur des opérations, Malcolm Reed, a demandé un appel. J'ai accepté parce qu'il n'y avait rien de mal à parler en termes généraux à une autre entreprise tant que je protégeais les informations confidentielles. Malcolm a été direct. Il a dit que Blue Arc savait que j'avais la réputation de résoudre des problèmes que d'autres ne pouvaient pas. Il m'a demandé si j'envisagerais de consulter une fois que mes obligations envers Calderon prendraient fin. Je lui ai dit que je ne discuterais pas des systèmes, des clients ou du travail interne de Calderon. Mais je lui ai aussi dit un fait vrai. Je possédais mon brevet personnellement. Un mois plus tard, il a envoyé une proposition formelle par l'intermédiaire de mon avocat. Si jamais Calderon laissait ses droits exclusifs expirer, Blue Arc voulait une chance de licencier le brevet et de financer le développement futur.
J'ai classé l'offre et ne l'ai jamais mentionnée au travail parce que je croyais encore que Calderon ferait ce qu'il fallait, jusqu'à 16h34. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Andrea Bell, mon avocate spécialisée en brevets. Andrea a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais ce qui s'était passé lors de la réunion. Elle a posé 2 questions. Avais-je signé le renouvellement? Non. Calderon avait-il payé le montant convenu lié au renouvellement? Non. Elle m'a donné la réponse d'un ton si calme que cela semblait presque ordinaire. Alors la licence actuelle expire à exactement 17 heures, Rebecca. Elle a également dit que la déclaration publique de Thomas sur le fait que la prime était réglée m'aidait, pas lui. L'entreprise avait modifié les conditions de paiement, refusé de finaliser proprement le renouvellement et créé un enregistrement de cette décision devant des témoins. Puis Andrea m'a donné l'avertissement le plus important de la journée. Ne touchez pas aux fichiers de l'entreprise. N'interférez pas avec leur système. Ne prenez rien qui appartienne à Calderon. Si vous agissez par contrat. Rien d'autre. Cela avait toujours été mon plan. Je n'allais pas les saboter. J'allais simplement cesser de leur donner des droits qu'ils ne méritaient plus. Après l'appel, j'ai rouvert la proposition de Blue Arc. Les conditions étaient solides, un paiement à la signature, des redevances sur chaque unité sous licence, un budget de recherche financé et la pleine reconnaissance que le brevet et le développement futur restaient miens. Plus que cela, Blue Arc m'offrait quelque chose que Calderon m'avait discrètement enlevé au fil des ans, le contrôle des normes de sécurité et le respect du travail lui-même. La proposition expirait à 17h15. J'ai envoyé un courriel d'une seule phrase à Malcolm. Votre offre est-elle toujours active si je suis légalement libre de signer aujourd'hui? Il a répondu 2 minutes plus tard. Oui. La pression a commencé à monter presque immédiatement. À 16h41, Mason m'a envoyé une invitation de calendrier pour 8h du matin le lendemain, intitulée « Tâche de transition ». À 16h43, l'assistante de Thomas a de nouveau envoyé par courriel le contrat de renouvellement, contenant toujours la clause de propriété, et m'a demandé de le signer avant de partir pour la journée. À 16h45, Thomas est apparu à ma porte. Il s'est appuyé contre le cadre avec la confiance facile d'un homme qui pensait que l'affaire était déjà réglée. Il m'a dit de ne pas prendre la décision de la carte cadeau personnellement. Il a dit que la loyauté pendant les périodes financières difficiles était ce qui séparait les dirigeants des employés. Je lui ai posé une question. Avez-vous réellement lu l'accord de brevet? Il a eu un bref sourire et a dit que le service juridique s'occupe de la paperasse. Puis il m'a dit de signer avant 17 heures. Je l'ai regardé s'éloigner et pour la première fois de la journée, la situation est devenue parfaitement claire. L'avenir de Calderon reposait sur un contrat que son PDG n'avait jamais lu. Et l'horloge tournait. Pendant 14 ans, mon premier instinct avait été de sauver Calderon. Peu importait qui causait le problème. Les ventes promettaient quelque chose de non testé. Je trouvais un moyen sûr de le livrer. Un fournisseur manquait une échéance. Je refaisais le calendrier. Mason donnait au conseil d'administration une prévision basée sur des chiffres qu'il ne comprenait pas. Je corrigeais le plan avant que l'usine ne paie pour son erreur. Je me disais que je protégeais l'entreprise. Plus honnêtement, je protégeais les personnes sous les personnes qui prenaient les mauvaises décisions. J'ai pensé à mes ingénieurs alors que j'étais assise derrière la porte verrouillée de mon bureau. Certains avaient de jeunes enfants. Un venait d'acheter une maison. Un autre s'occupait d'un mari malade. Il ne m'avait pas tendu cette carte cadeau ni placé le nom de Mason sur mon travail. Si je refusais de signer, la production pourrait s'arrêter. Cette pensée me faisait plus mal que l'insulte de la réunion. Une partie de moi voulait signer quand même. Je pourrais dire que je le faisais pour l'équipe. Je pourrais garder mon salaire et espérer que Thomas paie la prime le trimestre suivant. Je pourrais éviter de devenir la femme blâmée pour avoir mis en danger des centaines d'emplois. C'était le piège. Je savais aussi ce que Thomas dirait si la production s'arrêtait. Il n'expliquerait pas le contrat échoué ou la clause de propriété. Il dirait qu'une ingénieure émotive avait mis tout le monde en danger. Pendant des années, je m'étais assuré qu'il n'aurait jamais à faire face au coût de ses propres choix. Calderon avait tellement utilisé mon sens du devoir que j'avais commencé à traiter ses échecs comme ma responsabilité. Puis j'ai entendu la voix de ma mère. Des mois après sa chute, elle m'avait regardé répondre à un appel professionnel pendant le dîner.
Je m'étais excusé et j'avais dit que l'entreprise avait besoin de moi. Elle m'a regardé et a dit, la loyauté sans respect devient une permission. À 16h49, j'ai enfin compris. Si je signais, j'enseignerais à Thomas et Mason qu'ils pouvaient rompre une promesse écrite, prendre mon travail futur, m'humilier, et quand même recevoir tout ce qu'ils voulaient. J'ai ouvert un nouveau courriel. À 16h50, j'ai écrit au conseiller juridique de Calderon et mis en copie Thomas, Mason, le directeur financier et le président du conseil d'administration. J'ai déclaré que je ne signerais pas parce que Calderon avait modifié les conditions de paiement convenues et inséré une clause revendiquant mes améliorations futures du brevet. J'ai confirmé que la licence actuelle expirerait selon ces termes écrits. Je n'ai fait aucune menace et n'ai pas mentionné Blue Arc. Mon téléphone a sonné moins d'une minute plus tard. C'était l'avocat de Calderon. Rebecca, comprenez-vous ce que cela pourrait faire à la production active? Oui. Il a fait une pause. On m'a dit que Thomas avait conclu un accord séparé avec vous. Il ne l'a pas fait. Une deuxième voix s'est jointe à l'appel. C'était Daniel Shaw, notre directeur financier. Daniel a dit que le paiement de 92 000 $ avait déjà été approuvé dans le cadre du paquet de renouvellement. Je lui ai dit ce que Thomas avait dit. Il m'a donné une carte de restaurant de 50 $ et a déclaré tous les engagements de primes réglés. Daniel est resté silencieux. À 16h54, ma porte s'est ouverte. Thomas est entré le premier. Mason a suivi. Thomas n'avait plus l'air amusé. Vous créez une crise pour une décision de compensation temporaire, a-t-il dit. Mason a soutenu que le brevet était lié au produit de Calderon et a suggéré que l'entreprise pourrait en être propriétaire parce que j'avais amélioré la conception pendant que j'y étais employé. J'ai tourné le certificat original vers lui. La date de dépôt est 3 ans avant que Calderon ne m'embauche. Puis j'ai placé les anciennes licences à côté. Chaque accord que Calderon a signé reconnaît ma propriété. Mason a cessé de parler. Thomas a changé de direction. Il a promis de revoir la prime le trimestre suivant. Puis il a averti que le conseil d'administration verrait mon refus comme déloyal. Quand cela a échoué, il a baissé la voix. Soyez pratique, Rebecca. Recommencer n'est pas facile pour une femme dans la quarantaine. Cette phrase a mis fin à mon doute. Il s'attendait à ce que l'âge m'effraie. Il s'attendait à ce que mon hypothèque, les soins de ma mère et mes années chez Calderon me gardent obéissante. À 16h58, Andrea a envoyé l'accord final de Blue Arc via un système de signature sécurisé. J'ai examiné les termes clés une dernière fois. Puis j'ai regardé Thomas et Mason. Vous devez tous les deux quitter mon bureau. Thomas a croisé les bras. Vous travaillez pour moi. Pas dans cette affaire. Il a montré le renouvellement non signé de Calderon. Signez-le. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai attendu. À exactement 17h00, la licence exclusive de Calderon a expiré. À 17h01, j'ai signé un avis confirmant que je refusais le renouvellement. Andrea a examiné le statut et a envoyé un message. Vous êtes libre. À 17h03, j'ai signé la licence de brevet avec Blue Arc Industrial. La boîte de signature a disparu. Un numéro de confirmation est apparu. Thomas me fixait. J'ai placé la carte cadeau de 50 $ à l'intérieur du contrat non signé de Calderon et j'ai glissé les deux sur le bureau. Profitez d'un dîner offert, ai-je dit. Le premier appel est arrivé à 17h06. C'était d'Andrea. Elle a confirmé que Blue Arc avait transféré le paiement de la signature sur un compte géré par un avocat et avait émis un avis formel de la nouvelle licence exclusive. Calderon pouvait entretenir les systèmes déjà vendus, mais ne pouvait pas légalement construire de nouvelles unités utilisant mon collecteur breveté. Les anciens clients ne perdraient pas de soutien du jour au lendemain. Je n'avais jamais voulu cela. Mais chaque nouvelle unité sur le calendrier de Calderon dépendait désormais d'une technologie que l'entreprise n'avait plus le droit d'utiliser. Le conseiller juridique de Calderon a compris immédiatement. Il a ordonné un arrêt d'urgence de la production. En quelques minutes, le directeur de la fabrication a appelé Thomas. Plusieurs unités terminées devaient être expédiées dans les 10 jours. D'autres étaient en cours d'assemblage. Sans la pièce brevetée, ces commandes ne pouvaient pas quitter l'usine en tant que produits approuvés. Mason a insisté sur le fait qu'il pouvait remplacer mon collecteur.
L'équipe d'ingénierie lui a dit ce qu'il aurait dû savoir avant de prendre ma division. Le collecteur n'était pas une pièce lâche qui pouvait être changée comme une ampoule. Les commandes de refroidissement, les limites de pression, les tests de sécurité, les réponses logicielles et les documents clients étaient construits autour de lui. Un remplacement nécessitait une nouvelle conception, de nouveaux tests, une approbation de sécurité mise à jour et des mois de travail. Il n'y avait pas de sauvegarde qui attendait sur une étagère. À 18h30, le président du conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Je n'étais pas là, mais Andrea a reçu plus tard le résumé juridique de Calderon et plus de détails sont apparus lors des négociations formelles. Thomas m'a décrite comme une employée en colère utilisant un détail technique pour nuire à l'entreprise. L'avocat même de Calderon l'a corrigé. J'avais suivi le contrat. J'avais donné un préavis écrit pendant des mois. J'avais renvoyé le renouvellement avec la clause injuste retirée. L'entreprise n'avait pas payé le montant convenu ni obtenu ma signature. Daniel, le directeur financier, a produit la lettre de rétention. Elle montrait la prime promise de 92 000 $ en toutes lettres. Les personnes présentes à la réunion trimestrielle ont confirmé que Thomas l'avait remplacé par une carte cadeau et avait déclaré l'engagement réglé. C'est à ce moment-là que le conseil d'administration a compris que ce n'était pas une attaque surprise. C'était un échec de gestion soutenu par des témoins, des courriels, des dates et des signatures. Le lendemain matin, Calderon a commencé à appeler ses clients. Ils ont dû expliquer que les futures expéditions pourraient être retardées en raison d'un problème de propriété intellectuelle. Ils ne m'ont pas nommé, mais plusieurs directeurs d'usine savaient que je possédais le brevet de base. Ils avaient travaillé avec moi pendant des années. 3 m'ont appelé directement. L'un a demandé si le système de sécurité était toujours fiable. Un autre voulait savoir si j'avais été licencié. Le 3e a dit que Thomas avait blâmé une ancienne employée qui refusait de coopérer. J'ai été prudente. Je n'ai pas attaqué Calderon ni partagé d'informations privées. J'ai seulement dit, je n'ai plus l'autorité de parler au nom de l'entreprise. Ma retenue a fait plus de mal à Thomas que la colère ne l'aurait fait. Les clients me connaissaient. Ils savaient que je ne créais pas de drame. Si je ne défendais pas Calderon, ils comprenaient que le problème était sérieux. Cet après-midi-là, Blue Arc a publié une annonce publique. Elle disait que l'entreprise avait obtenu une licence exclusive pour un brevet de contrôle thermique éprouvé et m'avait nommée directrice technique d'une nouvelle division de la sécurité. Calderon n'était pas mentionné. Ce n'était pas nécessaire. Le marché a compris. Blue Arc a commencé à parler avec des acheteurs qui ne pouvaient pas risquer des retards d'expédition ou des questions juridiques. L'un des plus grands clients de Calderon a suspendu une expansion prévue et a exigé la preuve que les futurs produits ne violeraient pas mon brevet. À l'intérieur de Calderon, Mason a tenté de diriger la réponse technique. Il ne pouvait pas répondre aux questions sur les tolérances sur le terrain, l'historique des tests ou les limites de certification. Lorsqu'il a poussé les ingénieurs à approuver un substitut précipité, ils ont refusé. Il les avait traités comme du personnel de soutien. Maintenant, il avait besoin de leur signature, et il ne risquerait pas leur carrière pour protéger ses prévisions. 2 jours plus tard, Andrea m'a dit que Calderon voulait une licence temporaire. Je ne l'ai pas rejetée. Je n'avais aucun intérêt à nuire à des employés innocents ou à des clients existants, mais les conditions seraient différentes. Calderon paierait la prime originale, des frais de licence plus élevés et des redevances sur chaque unité couverte. Il protégerait l'équipe d'ingénierie par écrit, abandonnerait toutes les revendications sur mes inventions futures et paierait pour la perturbation que ses dirigeants avaient causée. Thomas a laissé 3 messages vocaux en 1 heure. Dans le premier, il semblait en colère. Dans le second, raisonnable. Dans le troisième, il a utilisé mon prénom 2 fois et m'a demandé d'appeler avant que le conseil ne se réunisse à nouveau. Je n'ai pas retourné l'appel. Pour la première fois en 14 ans, Calderon avait une crise que je ne me précipitais pas pour résoudre. 1 semaine plus tard, je suis entré dans la salle de conférence d'Andrea, portant le même costume noir que j'avais porté à la réunion trimestrielle de Calderon. La différence était que je ne portais plus un carnet d'entreprise ni n'attendais que Thomas reconnaisse ma valeur. Je suis entré en tant que propriétaire du brevet qui maintenait sa ligne de production en vie. Andrea était assise à côté de moi. 2 cadres de Blue Arc ont pris les sièges à ma gauche. De l'autre côté de la table se trouvaient Thomas, Mason, Daniel Shaw, le conseiller juridique de Calderon et la présidente du conseil d'administration,
Margaret Walsh. Personne n'a plaisanté sur le dîner. Personne ne m'a dit d'être flexible. Calderon avait arrêté la production de sa nouvelle ligne. 2 clients majeurs avaient retardé leur commande et le plus grand investisseur de l'entreprise voulait un plan de reprise avant la fin de la semaine. Thomas a ouvert la réunion. Nous voulons résoudre cela de manière professionnelle, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais la confiance avait disparu. Il m'a offert mon ancien poste, la prime complète de 92 000 $ et un nouveau titre, vice-présidente principale de l'innovation en ingénierie. Il a dit que je pourrais lui rendre compte directement et aider à reconstruire la confiance. Une semaine plus tôt, cette offre aurait pu sembler être une victoire. Maintenant, elle semblait insignifiante. Je ne reviens pas, ai-je dit. Thomas s'est penché en avant. Rebecca, c'était une mauvaise décision prise sous pression financière. Cela ne doit pas mettre fin à votre carrière ici. La carte cadeau n'a pas mis fin à ma carrière, ai-je dit. Elle a mis fin à ma conviction que cette entreprise honorerait sa parole. Je leur ai dit que l'argent comptait. Le titre aussi. Mais le vrai problème était ce que Calderon avait fait de mon travail, de mon brevet et de ma loyauté. Ils avaient traité les 3 comme des ressources qu'ils pouvaient prendre sans permission. Revenir me placerait sous les mêmes dirigeants qui avaient utilisé l'humiliation publique comme outil de gestion. Mason s'est agité sur sa chaise. Il y a eu une confusion sur le contrat, a-t-il dit. La communication juridique n'était pas claire. Margaret a ouvert un dossier. Non, a-t-elle dit. La communication était claire. Elle a placé des copies de mes courriels sur la table. Il montrait que j'avais averti Mason des limites de la licence, de la date limite et des marchés que Calderon ne pouvait pas légalement pénétrer. Puis elle a montré une version antérieure de sa présentation au conseil d'administration. Ma diapositive d'avertissement avait été supprimée. Mason a admis qu'il l'avait retirée parce qu'elle affaiblissait les prévisions de croissance. Il avait également dit à Thomas que je signerais parce que j'avais besoin du travail et que je ne risquerais pas de partir à mon âge. Margaret l'a informé qu'il avait été démis de ses fonctions de responsable de produit en attendant l'examen interne du conseil d'administration. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, Mason n'avait rien de soigné à dire. Thomas a regardé Andrea. Que faudra-t-il pour que nos commandes actuelles continuent de circuler? J'ai glissé l'accord de transition proposé sur la table. Calderon recevrait une licence limitée de 12 mois. Il paierait ma prime originale, des frais de licence plus élevés et des redevances sur chaque unité couverte. Il financerait un audit de sécurité indépendant, maintiendrait le personnel d'ingénierie en poste pendant au moins 1 an et corrigerait les documents publics qui attribuaient à Mason le mérite de mon travail breveté. Il ne recevrait aucune propriété de mes inventions futures. Blue Arc conserverait les droits exclusifs sur tous les marchés futurs. Thomas a lu la première page et a levé les yeux. Ces conditions sont coûteuses. Elles étaient moins chères avant 17 heures, ai-je dit. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Margaret a signé la première. Thomas a signé après elle. Puis l'accord m'est parvenu. Pendant des années, j'avais signé des documents de Calderon en tant qu'employé, à côté d'une ligne que quelqu'un d'autre avait approuvée. Ce jour-là, j'ai signé en tant que propriétaire du brevet. À la fin de la réunion, Thomas a demandé à me parler seul. Il a dit qu'il était désolé. Je croyais qu'il regrettait ce qui s'était passé. J'étais moins certaine qu'il comprenait ce qu'il avait fait. Néanmoins, j'ai accepté les excuses sans le faire se sentir mieux à ce sujet. 2 semaines plus tard, le client dont j'avais sauvé le contrat de 48 millions de $ a choisi Blue Arc pour sa prochaine expansion. Leur directeur a appelé Malcolm avec une seule demande. Il voulait que je dirige la conception de la sécurité. La même expertise que Calderon avait réduite à une carte cadeau de 50 $ est devenue la raison pour laquelle son plus grand client a choisi son plus grand rival. 6 mois plus tard, je me tenais dans le nouveau laboratoire de test de Blue Arc et je regardais la nouvelle version de mon collecteur gérer un changement de charge qui aurait endommagé la conception originale. Mon groupe d'ingénierie a applaudi lorsque la ligne de pression est restée stable. Nous n'étions que 8, mais chaque personne dans cette pièce savait pourquoi le système fonctionnait. Leurs noms figuraient sur leur rapport. Leurs idées étaient discutées lors des réunions auxquelles ils assistaient. Lorsqu'ils soulevaient un problème de sécurité, personne ne qualifiait cela de pensée négative. Je gagnais un salaire et des redevances qui correspondaient à la valeur de mon travail.
Les frais de la résidence assistée de ma mère étaient assurés. J'ai remboursé l'hypothèque et j'ai commencé à reconstituer le compte de retraite que j'avais vidé. Après mon divorce, le soulagement financier comptait, mais le plus grand changement était plus discret. Je n'entrais plus dans les réunions prêtes à prouver que je méritais une place dans une pièce construite autour de mes propres idées. Calderon a survécu. La licence de 12 mois a permis de maintenir les commandes existantes et à protéger les ingénieurs qui n'avaient rien fait de mal. Cela comptait plus pour moi que de voir l'entreprise échouer. Mais la survie n'était pas la même chose que d'échapper aux conséquences. Le conseil d'administration a démis Thomas de ses fonctions de PDG après que son examen ait révélé qu'il avait ignoré les avertissements juridiques, mal géré mon accord de prime écrit et mis en péril une ligne de produits majeurs. Mason est parti peu de temps après avoir perdu la confiance du conseil d'administration. Calderon a payé beaucoup plus cher pour un an d'accès limité au brevet qu'il n'aurait payé selon mes conditions de renouvellement initial. Son expansion a été retardée. Blue Arc est entré sur ces marchés en premier. J'ai gardé la carte cadeau de $50 dans le tiroir supérieur de mon bureau, non pas comme un trophée, non pas parce que je voulais rester en colère. Je l'ai gardée parce qu'elle marquait le moment exact où j'ai cessé de confondre l'endurance avec la loyauté. Les personnes compétentes deviennent souvent invisibles d'une manière étrange. Elles résolvent les problèmes avant que quiconque ne les voie. Elles assument un travail supplémentaire sans faire de bruit. Elles protègent les clients, les collègues et les dirigeants des conséquences des mauvaises décisions. Au bout d'un certain temps, les gens cessent de voir cet effort comme un choix. Ils le traitent comme une ressource qui sera toujours disponible. Calderon pensait que mon calme signifiait de la faiblesse. Thomas croyait que mon âge, mon hypothèque et les soins de ma mère me feraient peur de partir. Mason croyait que savoir présenter mon travail était la même chose que de savoir le créer. Ils avaient tous tort. Je sais que la plupart des employés négligés ne possèdent pas de brevet. La plupart des gens ne peuvent pas signer un accord avec un rival à 17h03 de l'après-midi. Ce n'est pas la leçon. La leçon est de comprendre ce que vous créez. Gardez des archives. Lisez chaque accord. Sachez quelles promesses n'existent que dans la conversation et lesquelles ont été mises par écrit. Et n'abandonnez jamais quelque chose de précieux juste pour prouver que vous êtes loyal envers des personnes qui ont déjà montré qu'elles ne vous sont pas loyales. Des mois après avoir quitté Calderon, j'ai invité Andrea à dîner au restaurant de grillade près de l'autoroute. Lorsque l'addition est arrivée, j'ai sorti la carte cadeau de mon sac à main et je l'ai posée sur la table. Andrea l'a regardée une seconde. Puis elle a ri. J'ai ri aussi. C'était la première fois que le souvenir ne faisait pas mal. Calderon avait prévu que cette carte remplacerait une promesse de $92 000. Au lieu de cela, elle est devenue la preuve que ma valeur n'avait jamais dépendu de Thomas, Mason ou de quelque conseil d'administration que ce soit qui l'admette. À 16h18, ils m'ont traité comme une employée qui devrait se sentir reconnaissante pour des miettes. À 17h03, j'ai finalement agi comme la propriétaire de ce que j'avais construit.